Tout d'abord, on voudrait remercier, l'art urbain de nous permettre d'exposer ce projet aujourd'hui, parce que c'est en tout cas pour nous, un beau projet, le village Saint-Paul, qui nous tient à cœur. On reste Donc dans les villages. voilà, ouais, tout à fait. En plus, le nom, le nom tombe bien. Hem, donc je vais me présenter rapidement. Mélanie David, je suis chef de projet à la RIVP, dans le service, dans la direction de Claire Simon, qui est présente également, et qui s'occupe de la réhabilitation du patrimoine de la RIVP. Donc la RIVP, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bailleur social de la ville de Paris. Donc le village Saint-Paul est un ensemble immobilier situé dans le 4e arrondissement de la ville de Paris, donc dans le quartier du Marais. Il est constitué de 33 immeubles, 242 logements et 80 commerces environ, qui donnent à la fois sur la cour et à la fois sur la rue et à la fois dans les cours du village Saint-Paul. Les cours du village Saint-Paul, on va le voir après, sont accessibles au public. Elles ont un statut un peu particulier, c'est des cours privées qui sont ouvertes au public. Donc il y a également 2 crèches, un musée et une résidence pour seniors qui donnent sur le village Saint-Paul. Donc le projet a été initié par la RIVP en 2013. On a déposé un financement auprès de la ville de Paris qui nous a aidés dans le cadre du plan climat à hauteur de 2 millions environ. Et le coût des travaux a été d'environ 15 millions. L'équipe de maîtrise d'œuvre ici présente a été choisie en 2014. Donc on a ici l'agence Donnet-Chambon et puis le paysagiste Fusis, Monsieur Claramoun, qui est là également. Donc les études ont débuté donc en 2014 jusqu'en 2017, où l'entreprise générale de travaux a été choisie. Et les travaux sont déroulés de l'été 2017 à avril 2021, donc environ 3 ans et demi. Avec le Covid. Avec le Covid, oui, tout à fait. Avec le Covid et en milieu occupé. Ça, on le dira aussi. Effectivement, le projet s'est déroulé totalement en milieu occupé, donc les commerçants étaient présents et également les habitants dans leur logement. Donc je pense que je peux passer à la suivante. Voilà. Les enjeux principaux du projet, c'était d'une part de réhabiliter l'ensemble immobilier. Les bâtiments avaient subi une rénovation dans les années 70, puis plus rien, enfin, disons des petites rénovations coup par coup à la suite, mais plus rien d'une telle envergure. Donc le but, c'était d'améliorer le bâti et d'améliorer par conséquent les performances énergétiques des bâtiments et le confort de nos locataires. Et donc on a pu diminuer de 50% les consommations énergétiques des bâtiments, et puis diviser les émissions de CO2 par 4. Et un autre enjeu important du projet, c'était aussi d'améliorer et de rendre à nouveau attractifs les cours du village Saint-Paul, où se situent, comme je vous disais tout à l'heure, des commerces au sein des cours, et donc qui donnent sur des espaces vraiment piétons, qui ont été également améliorés dans le cadre du projet. Voilà, c'était les 2 principaux enjeux de l'opération. Voilà, je vais passer la main à Monsieur Daune. Et la télécommande, du coup, je passe la télécommande. Merci Mélanie. Oui, donc on va essayer de présenter le projet très rapidement de son point de vue urbain et des enjeux aussi de centralité qui s'y posaient. Donc ça, c'est une image du plan Turgot, donc simplement on a mis en jaune le petit îlot donc, qui est devenu le village Saint-Paul et qui montre que déjà au début du XVIIe, l'opération était déjà relativement dense dans le Paris de l'époque. Donc on est très très proche de la Seine. Donc on a là d'autres images. Donc le premier plan qui est donc un plan du courant 19e, donc qui s'appelle Vassereau, qui montre la densification progressive du quartier, donc avec une structure parcellaire, donc reprenant des formes d'hôtels particuliers et d'immeubles de rapport sur rue, et ensuite bien sûr une densification en cours avec toute une série de locaux artisanaux, de surélévation avec des locaux de commerce ou avec du logement dans des conditions extrêmement diverses, ce qui fait que petit à petit aussi cet îlot est devenu très fortement insalubre. Donc il a fait bien sûr partie des îlots qui devaient être démolis, donc tout le monde connaît le plan voisin du Corbusier, donc cet îlot devait disparaître dans ce cadre-là.
Ensuite, ça a été aussi un îlot qui a accueilli la communauté juive après les grands pogroms en Europe centrale de la fin de la guerre de 14, donc avec une immigration extrêmement pauvre et très importante, avec une densification de population très grande. Cette population a évidemment disparu dans les années 40 avec les rafles et leur déportation, et elle a été remplacée au fil du temps, vers la fin de la guerre, par une population qui venait de Villeneuve-Saint-Georges, dont la gare de marchandises avait été très fortement bombardée. Donc en fait, ce quartier insalubre sur lequel la ville de Paris a eu des actions d'éradication du logement insalubre s'est trouvé à cause de conditions, on pourrait dire, très conjoncturelles, à chaque fois renouvelées avec des populations de plus en plus pauvres et de plus en plus difficiles. Et donc on est arrivé dans les années 60 à une situation d'insalubrité très forte, et effectivement avec une volonté de démolir tout le quartier pour faire une rénovation urbaine, comme on le faisait à l'époque, en démolissant tout et en reconstruisant. Heureusement, il y a eu le décret Malraux, donc avec la création, disons, des secteurs sauvegardés, qui donc articulaient donc la question de la monumentalité et puis du patrimoine architectural, avec bien sûr la conservation d'une architecture civile qui réinterprétait la notion de tissu. Donc à ce moment-là, un certain nombre d'immeubles appartenaient déjà à la ville de Paris, qui a continué ses acquisitions. Et donc dans les années 70, un peu dans la poursuite du protocole de Bologne, donc du travail sur la requalification des centres historiques, un premier projet a été établi par un architecte en chef des monuments historiques qui s'appelait Félix Gattier, dont vous voyez le plan en dessous, donc avec un travail de reconfiguration, on pourrait dire, complète de l'îlot. Donc l'organisation de cours beaucoup plus importantes qui ont été effectivement ouvertes au public, qui permettaient de circuler d'une cour à l'autre, avec comme conséquence la disparition du parcellaire et la reconstruction partielle d'un certain nombre d'immeubles pour s'adapter à cette nouvelle image. Alors très curieusement, cette architecture d'une certaine façon des années 70 qui reprend certains acquis du mouvement moderne, avec par exemple les rues périphériques consacrées aux voitures et à certains commerces, et le cœur d'îlot consacré aux circulations piétonnes, est devenu un icône de l'architecture parisienne, qui est un peu dans tous les guides touristiques, et le quartier Saint-Paul, très curieusement, qui est très fortement reconstruit, est devenu une espèce de forme authentique du Paris parisien. Ce qui est aussi un paradoxe qui pour nous était très intéressant. Donc ça, c'est quelques images très rapides qui vous montrent un peu l'état des travaux dans les années 70, donc avec des démolitions partielles, des reprises. Et là, le travail qu'on a pu établir et faire sur ce patrimoine. Donc pour nous, il faut rappeler que les bâtiments étaient entre 560 et 490 pour les plus performants kilowatts mètre carré an. Donc en termes de performance énergétique, avec des fenêtres en simple vitrage, des toitures faiblement isolées, un peu couloirs avant dans plein de logements, sachant que la réhabilitation des années 70 et 80 avait essentiellement eu pour objectif de consolider structurellement les bâtiments existants et d'y amener, disons, les bases d'un confort moderne, avec du chauffage, des sanitaires, le banal habituel, mais là aussi dans des conditions à l'époque déjà très héroïques de coûts par rapport à un patrimoine qui était très fortement dégradé. Donc nous, on est un petit peu comme dans un sandwich, on est la deuxième tranche qui permet de rajouter un peu de goût à l'ensemble. Donc ça a été un travail essentiellement d'augmentation des performances thermiques, avec donc essentiellement des interventions sur les toitures, avec des isolations systématiques, l'isolation aussi d'un grand nombre de façades, et le remplacement des 1200 fenêtres de l'opération, donc qui sont toutes différentes et qui correspondent à des dessins propres à chaque façade. Donc là aussi, on a une petite image de la diversité du bâti. Donc on voit aussi des choses très différentes, donc avec des bâtiments qui ont été surélevés au fil du temps, avec des étages qui se sont rajoutés, avec des redessins de façade au fil du temps, et aussi d'une façon assez importante par Félix Gattier, notamment l'immeuble central qu'on voit sur la première image, qui donc a été complètement redessiné. Et donc on se retrouve un peu dans ce patchwork avec là aussi des contraintes assez grandes. On est bien évidemment derrière l'église Saint-Paul, donc dans le cadre d'un monument historique. On est environné, donc on est dans le plan de sauvegarde du Marais, on est en zone touristique prioritaire. Donc on a toute une série de contraintes et toute une série d'interlocuteurs qui ont parfois des enjeux et des interventions très très divergentes. Et on a
nécessité de faire la synthèse entre tous ces éléments. Donc c'est vraiment un projet qui va se construire à petits pas, à partir, on pourrait dire, d'injonctions assez fortes de l'RIVP sur la performance thermique globale qu'on doit arriver à poser sur ce quartier. Le deuxième point, bien sûr, c'est aussi un travail avec les habitants, donc la remontée d'un certain nombre de désagréments, notamment avec le système de pavage des cours qui est très rugueux et qui fait que les personnes qui aujourd'hui sont assez vieillissantes ont parfois du mal à se déplacer, des confusions entre les espaces d'accès aux résidences et les espaces de chalandise. Et puis une troisième confusion qui est celle de l'usage diurne et de l'usage nocturne qui peut parfois être un peu difficile parce que le quartier reste complètement ouvert jour et nuit et donc permet de fixer aussi un certain nombre d'activités un peu déviantes, notamment liées à la proximité des collèges et des lycées qui sont effectivement des très bons clients pour toute une série de produits délictueux. Pour ne pas en dire plus. Donc là, on a quelques petites images du patrimoine auquel on est confronté, donc avec des choses très très différentes, des immeubles du 17e, 18e, des immeubles du début du 19e de style empire, et puis bien sûr, dans l'image du bois, on le voit très bien, le système de rehausse et de densification propre aux quartiers centraux de Paris qui font qu'à un certain moment, on a toutes les conditions de l'insalubrité. On a aussi des bâtiments assez anciens qui, avec les pollutions urbaines, avec les difficultés d'entretien, avec des dégradations des parements, qui n'affectent pas automatiquement structurellement les bâtiments, mais qui donnent un petit air un peu désolé. Donc là aussi, un travail assez fin de reprise de tous ces éléments et de reconstitution. On a tout le travail sur les toitures, donc là, pareil, avec des grandes discussions avec les architectes des bâtiments de France sur le fait, en milieu occupé, on ne peut pas intervenir à l'intérieur des logements, donc on est en surisolation, donc on reprend aussi toute une série de lucarnes qu'on va doubler, on le voit un petit peu sur l'image de bas, pour garder l'aspect général. On a réalisé toute une série d'ITE sur les façades, donc on a avancé l'ensemble des fenêtres dans les embrasures pour ne pas avoir l'effet tunnel classique des fenêtres qui restent à la même place avec l'isolation et qui fait qu'on a l'impression de vivre dans Fort Knox. Donc il y a tout un travail comme ça très fin. Bien sûr, un très beau travail de toiture avec des compagnons qui ont travaillé les ingris, etc. Et puis donc le rapport plus général au paysage qui fait que là aussi une demande très forte des architectes des bâtiments de France sur le fait de garder le paysage parisien classique, des toits en ardoise, des toits en tuiles et des toits en zinc et de ne pas mettre trop de tourelles de ventilation. Donc là pareil, quand on isole des logements, il faut les ventiler mécaniquement, donc un travail assez compliqué de trouver des endroits où on peut mettre soit dans les sous-toitures les unités de ventilation, soit retrouver des petits édicules extrêmement discrets qui permettent d'organiser ça. Et tous ces éléments, bien sûr, sont négociés point par point et jour après jour avec les architectes des bâtiments de France pour qu'effectivement, de leur point de vue, le paysage ne soit pas dénaturé. On a aussi, bien sûr, des bâtiments qui avaient, là c'est un des rares bâtiments haussmanniens du quartier, qui possédait, on le voit dans les années 30, on voit les affiches d'Oriot qui permettent de fixer assez bien la datation. Donc on a effectivement cet oriel qui existait. Le bâtiment, quand on a repris le chantier, sous Félix Gatier, l'oriel avait été démonté. Et un de nos enjeux, par exemple, ça a été de remonter cet oriel pour qu'effectivement on se réinscrive dans ce patchwork d'architecture qui va du XVIIe au début du XXe siècle. Donc un travail bien sûr sur les intérieurs aussi, les cages d'escalier, certaines sont classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire, des petits détails de modénature qui sont aussi assez importants, et donc ça une petite vision du patrimoine de logements sociaux, sur cette opération c'est 250 logements sociaux, et donc l'intérieur d'un de ces logements avec l'oriel qui a été reconstitué. À côté de cela, on a eu un énorme travail sur les espaces extérieurs que je vais présenter aussi très brièvement. Marc, tu m'en excuseras, mais qui là aussi reprend toute une série d'éléments importants. La première, c'est bien sûr des cours très minérales. C'est un espace de 7000 m² dans l'ensemble. Et l'enjeu pour nous, ça a été de réutiliser au maximum les matériaux existants, avec là aussi plusieurs approches différentes. Donc d'une part, l'obligation de rendre tous les commerces accessibles au PMR, donc avec des seuils au maximum de 2 cm.
avec pour nous la volonté de réutiliser pratiquement tous les matériaux, donc avec la question du bruit, de sciage des pavés pour les rendre moins bruyants, notamment sur les sorties de poubelles tous les matins, et d'autre part permettant aussi aux habitants d'avoir un revêtement de sol beaucoup moins rugueux qui leur évite de se casser la figure quand ils sont plutôt âgés. Et ensuite un troisième travail qui est bien sûr de imperméabiliser les sols, donc on a fait tout un travail de joints poreux entre ce pavage. Et donc là aussi, avec beaucoup de surprises, parce qu'on s'est rendu compte que le quartier était rempli au préalable suite aux démolitions de caves, qui pour certaines avaient été rembliées, pour d'autres étaient toujours là et qui avaient été discrètement recouvertes d'une dalle de béton. Et donc, bien sûr, quand on a commencé à retravailler sur les altimétries, sur les pentes pour récupérer les eaux, etc., on s'est confronté à ces dalles qu'on a démolies. On a retrouvé des magnifiques voûtes en dessous, mais avec des choses extrêmement compliquées pour les résoudre. Il faut savoir que nous avons dans une partie du bâtiment des immeubles sur la rue Saint-Paul, un musée qui est dans le sous-sol, qui est un musée de la magie. Et une magie extrêmement désagréable pour eux, c'était effectivement les fuites d'eau qui étaient récurrentes depuis fort longue date. Et donc là aussi, il a fallu qu'on règle ces problèmes. Et ça a été assez compliqué parce qu'on n'avait évidemment aucun plan de relevé des caves existantes, si ce n'est des éléments d'archives assez imprécis, des très grandes difficultés pour les géomètres de réaliser ça. Donc ça s'est fait là aussi en cours de chantier, en pas à pas. Et les enjeux pour nous ont été bien sûr d'une part d'organiser les cours les unes par rapport aux autres. Donc on a travaillé avec un grand fil d'eau qui est l'espèce d'élément courbe qu'on voit sur le plan, qui part d'une fontaine moussue, qui est située dans l'espèce de square, et puis qui va jusqu'à une roselière où là on infiltre les eaux de cette fontaine et le trop-plein est éventuellement rejeté dans les égouts. On a travaillé avec là aussi une séparation des usages, avec notamment pour tous les commerces, on a fait des espèces de parvis en pierre de Conloin-Chien, et puis tous les espaces résidentiels et tous les espaces de circulation qui ne sont pas, disons, dévolus au commerce, sont pavés ou alors sont réalisés avec des dalles de granit, ce qui donne l'ensemble du plan. Et la dernière chose, bien sûr, c'est un travail de végétalisation beaucoup plus important que ce qui existait, avec à certains endroits une série de noues au pied des immeubles qui reprennent les eaux et qui les infiltrent. Donc là, on a un peu une image de ce retraitement, donc avec là aussi des commerces qui, entre guillemets, squattent l'espace public avec des fauteuils et un certain nombre de choses, mais qui donnent une certaine convivialité au quartier. On a sauvé évidemment tous les arbres qui étaient sur le site et on a reconfiguré les endroits où ils étaient plantés de telle sorte à avoir des espaces perméables qui permettent là aussi la croissance de plantes couvre-sol assez diversifiées. Donc là, on voit un peu le principe, donc le pavage de récupération qui parfois était scié, les joints poreux qui ont été donc ensemencés au fur et à mesure du chantier, c'est-à-dire qu'on mélangeait des graines de plantes diverses aux terres et au sable qui permettaient de jointer les pavés. Et petit à petit, ça s'est mis à pousser. Et donc, c'est aussi usé par les passages. Et donc, on repère très bien dans le quartier, quand on s'y balade, les endroits où il y a une végétation plus dense et les endroits où elle est un peu plus hâve et qui sont les endroits où passent les gens. Dernier point aussi, petit clin d'œil, donc en bas, on a effectivement cette fontaine moussue qui pour nous est un hommage aux fontaines de Rimbaud à Charleville-Mézières ou alors aux fontaines du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Et puis on a fait un clin d'œil aussi à un HLM à oiseaux. On a mis à 2 ou 3 endroits, notamment à proximité des crèches, de telle sorte que là aussi, on puisse, dans le quartier, réintroduire une certaine diversité faunistique, avec notamment les passereaux, qui aujourd'hui ont un peu de mal à Paris, avec la concurrence des pigeons, des mouettes et des corbeaux. Voilà, donc là on voit un petit peu le type de végétation, donc là aussi avec un enjeu assez important qui est de simplifier les processus d'entretien, donc avec le principe des roselières, donc on descend de 70 cm dans le sol, qui sont ensuite remplis de terre, qui recueillent des eaux et qui se développent un peu anarchiquement. Et puis devant certains commerces ou devant certains secteurs, on a d'autres petites noues qui permettent de recueillir les eaux. Et puis on a ce fameux fil d'eau qui gère l'ensemble de la circulation et des orientations dans les différentes cours. Troisième travail
qui était aussi assez important, c'est de requalifier tous les accès au logement. Donc on a fait toute une série, toutes les portes de tous les immeubles qui donnaient sur les cours ont été changées, donc avec un modèle de bois. Et on a fait des extensions pour les locaux poubelles, pour des halls qui étaient extrêmement restreints, donc avec un système très simple de colombage. Donc là aussi, en utilisant des matériaux très simples, et on a traité aussi tous les passages d'accès aux cours avec un système assez particulier. C'est-à-dire que pour nous, la fonction de seuil entre l'espace public de propriété publique et l'espace public, entre guillemets, de propriété privée, on voulait absolument marquer cet effet de seuil, et donc on a travaillé tous les passages avec un pavage bois, donc, qui est en acacia, et donc qui permet là aussi, d'une part, d'atténuer les bruits de passage des gens qui passent la nuit, par exemple, pour aller visiter les cours, et d'autre part, qui, en termes de son, parce qu'effectivement, on se rend compte que les pieds ne font pas le même bruit, marque très fortement cette question du seuil, et le fait de, avec ses pieds, comprendre qu'on est en train de passer d'un espace à un autre. Voilà, donc on voit ces éléments très rapidement, donc avec les... Oui, on a quasiment fini. Donc ensuite, un dernier travail, c'était effectivement sur l'éclairage, qui était pour nous très important. Avec le remplacement de tout l'éclairage par un système d'éclairage sur caténaire qui permet aussi d'être festif, donc avec des lumières qui peuvent être programmées ou des festivals de lumière peuvent être faits. Donc voilà. Et le dernier point qui nous semblait aussi très important, c'est donc un des passages a été utilisé pour faire une sorte de grande boîte lumineuse dans laquelle se raconte en images l'histoire de la rénovation et de la réhabilitation du quartier. Donc on a un socle qui comprend d'un côté les boîtes aux lettres des commerçants, de l'autre côté on va retrouver le texte d'André Malraux qui avait été prononcé à l'Assemblée nationale pour convaincre les députés de voter la loi sur les plans de sauvegarde. Et puis on va retrouver toute une série d'images du quartier dans les années 30 et 40, donc issues des archives de la ville de Paris, et puis des images du chantier réalisées par Félix Gatier, avec, on pourrait dire en icône, la maquette de son projet de l'époque, et qui nous semble aussi être un point très important pour, là aussi, sensibiliser les gens à l'importance des instances publiques dans la préservation du patrimoine. Merci. Merci beaucoup.